Un dîner de famille censé être chaleureux, des rires autour de la table, des verres qui s'entrechoquent. Et puis, soudain, elle, ma belle-fille, celle que j'avais accueillie comme ma propre fille. Elle pointe du doigt mon cadeau, ce que j'appelais modestement mon minuscule investissement, et elle éclate de rire. Un rire moqueur, tranchant, qui fait taire toute la pièce. Devant tout le monde, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis les plus proches, elle me traite de radine, de vieux radin qui n'offre que des miettes. Les regards se baissent, les joues rougissent de gêne, mais pas la sienne. Elle savoure chaque seconde de mon humiliation. J'ai senti mon cœur se serrer si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce minuscule investissement n'avait rien de minuscule, et que son propre père, l'homme qu'elle respectait plus que quiconque, connaissait la vérité depuis le début. Ce soir-là, j'ai encaissé sans rien dire. J'ai souri poliment, rangé ma douleur au fond de moi. Mais intérieurement, quelque chose s'est brisé et autre chose a commencé à grandir. Une colère froide, un désir brûlant de voir son arrogance s'effondrer sous le poids de la réalité. Quand son père a enfin ouvert la bouche et révélé ce que cachait vraiment ce cadeau, son visage est passé de la suffisance à la pâleur mortelle. En un instant, les rôles étaient inversés. Vous pensez que la vengeance est un plat qui se mange froid? Attendez de découvrir ce qui s'est passé ensuite, parce que cette histoire ne parle pas seulement d'humiliation, elle parle de secrets enfouis, de trahison familiale et d'une revanche si parfaite qu'elle vous laissera sans voix. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité qui a fait trembler toute une famille? Restez jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre regard sur ce qui vous entoure. Je m'appelle Claire. À l'époque, j'avais 64 ans, une maison modeste mais chaleureuse dans une petite ville de province et une famille que je croyais solide comme un roc. Ma vie tournait autour de routines simples qui me rendaient profondément heureuse. Le matin, je préparais le café pendant que mon mari, Paul, lisait le journal à la table de la cuisine. Nous n'avions plus besoin de beaucoup de mots, un regard suffisait. Le soir, nos 2 fils venaient souvent avec leurs enfants. La maison s'emplissait de bruit, de rires, d'odeurs de plats mijotés. J'avais passé des décennies à construire ce cocon, brique par brique, sacrifice après sacrifice. Mon fils aîné, Thomas, avait épousé Sophie 5 ans plus tôt. Au début, je l'avais accueillie à bras ouverts. Elle était belle, vive, ambitieuse. Elle parlait fort, riait fort, occupait l'espace. Je me disais que c'était une bonne chose, elle apportait de l'énergie dans notre famille un peu trop calme. Je lui avais offert mon plus beau service en porcelaine pour leur mariage, j'avais gardé leurs enfants gratuitement pendant des mois quand elles reprenaient le travail, j'avais même prêté de l'argent sans jamais demander de remboursement. Pour moi, elle était devenue ma fille. Une seconde fille. Mais petit à petit, j'avais commencé à sentir quelque chose de froid dans son regard quand elle posait les yeux sur moi. Un léger froncement de sourcils quand je servais un plat trop simple. Un sourire crispé quand je racontais mes petites économies pour le jardin. Des remarques glissées comme des lames fines. Vous devriez changer cette vieille moquette. Claire, à votre âge, on peut se permettre un peu plus de confort, non? Je faisais comme si je n'entendais pas. Je me disais que c'était sa façon d'être, qu'elle ne pensait pas la mal. Ce que personne ne savait, sauf Paul et le père de Sophie, c'était la vraie nature de mon minuscule investissement. Pendant 30 ans, j'avais mis de côté chaque petite somme possible. Pas pour moi, pas pour voyager ou m'acheter des bijoux. Pour eux, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Un terrain vague en périphérie de la ville, acheté à une époque où personne n'y croyait. Un terrain qui, au fil des années, était devenu une mine d'or silencieuse. Des promoteurs tournaient autour depuis des mois. Des chiffres à 7 chiffres. Mais j'avais gardé le secret. Je voulais attendre le bon moment pour leur offrir cela comme un héritage surprise, un cadeau qui changerait leur vie à tous. Le dîner de famille approchait. J'avais décidé que ce serait le soir où je révélerais tout. J'avais enveloppé les documents dans une simple enveloppe Kraft avec un petit nain. Pour moi, c'était un geste humble, presque timide. Je n'imaginais pas une seconde ce qui allait se passer quand Sophie poserait les yeux dessus. Je sentais déjà, sans pouvoir l'expliquer, une tension dans l'air, comme un orage lointain qu'on entend à peine. Mais je repoussais cette sensation. Après tout, c'était ma famille. On ne trahit pas sa famille, n'est-ce pas? Ce soir-là allait tout changer. Et quand je repense à ces instants d'avant, à cette quiétude trompeuse, j'ai encore la gorge serrée.
parce que c'était la dernière fois que je me sentais vraiment en sécurité parmi les miens. Le soir du dîner arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. La maison sentait le rôti doucement caramélisé, les pommes de terre rôties au romarin, le pain tout juste sorti du four. J'avais passé l'après-midi à tout préparer moi-même, comme toujours. Les tables étaient dressées avec la nappe blanche que ma mère m'avait léguée, les verres en cristal que Paul et moi avions achetés pour notre 25e anniversaire. Tout était parfait. Ou du moins, je le croyais. Les invités arrivèrent les uns après les autres. Mon fils cadet, Marc, avec sa femme et leurs deux petits. Thomas et Sophie, bien sûr. Et, surprise que j'avais organisée en secret, le père de Sophie, Henri. Un homme veuf depuis 10 ans, discret, mais que j'avais toujours apprécié pour sa droiture. Je l'avais invité exprès. Je voulais qu'il soit là quand je révélerais enfin la vérité sur le terrain. Il savait tout depuis le début, il avait même été le notaire qui avait rédigé les premiers actes, à l'époque où personne n'y croyait. Il avait gardé le secret comme une tombe. Tout le monde s'installa. Les enfants couraient entre les jambes des adultes, les conversations fusaient. Sophie, comme à son habitude, dominait l'espace. Elle portait une robe élégante, un peu trop habillée pour un dîner de famille, mais elle aimait briller. Elle parlait de leur futur voyage à Bali, de la nouvelle voiture qu'ils envisageaient, de la maison plus grande qu'ils méritaient. Chaque phrase semblait souligner ce que nous n'avions pas. Je souriais. Je hochais la tête. Je servais les plats. Puis vint le moment des cadeaux. Ce n'était pas un anniversaire précis, mais j'avais décidé que ce soir serait celui du grand dévoilement. J'avais placé l'enveloppe Kraft à côté de mon assiette, discrètement. Quand le dessert fut servi, ma fameuse tarte aux pommes, je pris une grande inspiration et la poussai doucement vers le centre de la table. J'expliquai calmement que j'avais quelque chose à partager avec eux tous. Que pendant des années, j'avais mis de côté, économisé, investi dans quelque chose qui, je l'espérais, changerait leur vie. Que ce n'était pas grand-chose en apparence, mais que ça représentait tout ce que Paul et moi avions pu mettre de côté pour eux. Pour l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Sophie prit l'enveloppe la première. Elle l'ouvrit avec un sourire curieux, presque amusé. Elle déplia les documents. Ses yeux parcoururent les lignes. Puis elle frossa les sourcils. Puis elle éclata de rire. Un rire fort, aigu, qui fit sursauter tout le monde. Un terrain? Un vieux terrain vague à la sortie de la ville? C'est ça, ton minuscule investissement. Claire? Elle brandit les papiers comme s'il s'agissait d'une blague. Elle les montra à Thomas, qui rit nerveusement à son tour. Elle se tourna vers les autres. Elle nous offre un terrain qui ne vaut rien. Regardez ça, acheté il y a 30 ans pour une bouchée de pain. Elle appelle ça un cadeau? On dirait une blague de mauvais goût. Les rires fusèrent autour de la table. Pas chez tout le monde, Marc semblait mal à l'aise, Henri restait silencieux, mais suffisamment pour que la pièce entière semble se moquer avec elle. Sophie continua, emportée par son élan. Franchement, Claire, on sait que vous n'avez pas beaucoup, mais là, un terrain pourri? Vous auriez pu au moins nous offrir un voyage ou une belle somme. Quelque chose d'utile. Pas ça. Chaque mot était une aiguille plantée dans ma poitrine. Je sentis mes mains trembler sur mes genoux. Je regardai Paul. Il était pâle, les lèvres serrées. Il voulait parler, mais je lui fis signe de se taire. Pas encore. Sophie posa l'enveloppe au milieu de la table comme un déchet. Elle haussa les épaules, déjà passée à autre chose. Bon, au moins, on aura de quoi rire pendant des années. La grand-mère et son grand cadeau. Le silence tomba enfin. Pas un silence de respect. Un silence gêné. Les enfants avaient arrêté de courir. Les adultes fixaient leurs assiettes. Je sentis les larmes monter, brûlantes, mais je les ravalai. Je ne leur donnerais pas ça. Pas devant elle. Henri, lui, n'avait pas bougé. Il observait sa fille avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Une sorte de tristesse mêlée de colère contenue. La soirée se poursuivit dans une atmosphère lourde. On parla d'autre chose. On fit semblant. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose avait basculé. La douleur était là, vive, lancinante. Mais sous elle, une autre sensation grandissait. Une colère froide, méthodique. Une détermination que je n'avais jamais connue auparavant. Les jours suivants furent un calvaire. Sophie n'arrêta pas d'en parler. Elle envoyait des messages dans le groupe familial avec des émojis rieurs. Quelqu'un veut mon nouveau terrain pour y planter des patates? Larmes de joie. Thomas, mon propre fils, liquait ces messages. Il ne me défendait pas. Il ne m'appelait pas pour s'excuser.
Rien. Je cessais de répondre aux appels. Je cessais d'inviter les petits-enfants. Je fermais la porte de ma maison à double tour. Paul essayait de me réconforter, mais je voyais dans ses yeux qu'il souffrait autant que moi. On ne dormait plus. On ressassait. On revivait chaque seconde de cette soirée. Et puis vint le moment où je pris la décision. Pas une décision impulsive. Une décision calme, glaciale. Je n'allais pas leur pardonner. Je n'allais pas oublier. Je n'allais pas laisser cette humiliation devenir une anecdote drôle qu'ils raconteraient pendant des années. Je commençai à réunir des informations. Discrètement. J'appelai le promoteur qui tournait autour du terrain depuis des mois. Je demandai une estimation actualisée. Les chiffres qu'il me donna me firent vaciller. Des millions. Plusieurs millions. Le terrain était situé pile sur le tracé d'un futur centre commercial géant, d'une nouvelle ligne de tramway, d'un quartier résidentiel haut de gamme. Tout ce que j'avais espéré, et bien plus. Je contactai un avocat. Pas pour attaquer. Pas encore. Pour protéger. Pour structurer. Pour préparer le terrain, cette fois au sens propre. Pendant ce temps, Sophie et Thomas continuaient leur vie comme si de rien n'était. Ils postaient des photos de restaurants chics, de vêtements neufs, de projets de vacances. Ils parlaient de prêts immobiliers pour une maison plus grande. Ils se plaignaient que l'argent ne tombait pas du ciel. Je les observais de loin. Je lisais leurs messages. Je voyais leurs stories. Et à chaque fois, la colère montait d'un cran. Pas une colère explosive. Une colère patiente. Une colère qui mûrissait comme un fruit sombre. Henri m'appela un soir. Il voulait parler. Il s'excusa pour le comportement de sa fille. Il me dit qu'il avait essayé de la raisonner, mais qu'elle n'écoutait rien. Il me confia qu'il était fatigué de son arrogance, de son mépris pour tout ce qui n'était pas brillant, cher, visible. Il me dit qu'il était prêt à témoigner, à dire la vérité. Le moment venu, je ne lui demandai rien. Pas encore. Mais je sentis que quelque chose se mettait en place. Comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblaient lentement. Les mois passèrent. La douleur ne s'estompait pas. Elle se transformait. Elle devenait une force. Je marchais des heures dans le jardin. Je regardais le ciel. Je repensais à toutes ces années où j'avais tout donné sans rien attendre en retour, à tous les sacrifices, à toutes les fois où j'avais dit oui alors que j'aurais voulu dire non. Je commençais à imaginer le moment où la vérité éclaterait. Pas avec violence, pas avec cris, mais avec une précision chirurgicale. Je voulais qu'ils comprennent. Pas seulement qu'ils sachent. Qu'ils comprennent ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient détruit. Et je savais que ce moment approchait, parce que le promoteur m'avait fait une offre ferme, une offre écrite, une offre qui allait tout changer. Mais avant de signer quoi que ce soit, je voulais une dernière chose. Je voulais qu'ils soient tous là, à nouveau, dans la même pièce, pour voir leur visage quand la vérité tomberait. Je préparais une nouvelle invitation. Un dîner de réconciliation, écrivis-je, pour tourner la page, pour repartir sur de bonnes bases. Sophie accepta immédiatement. Elle écrivit « Enfin !» Il était temps qu'on passe à autre chose. Elle ne se doutait de rien. Et c'est là que tout allait basculer. Parce que cette fois, je n'allais pas offrir un cadeau. J'allais leur offrir la vérité. Et elle allait faire mal. Très mal. Vous pensez que l'humiliation publique est le pire qui puisse arriver dans une famille? Attendez de voir ce qui se passe quand les masques tombent pour de bon. Parce que le dîner de réconciliation n'allait pas réconcilier grand-chose. Il allait tout détruire. Et je serais là, au premier rang, pour assister à l'effondrement. Le soir du deuxième dîner arriva comme une tempête longtemps annoncée. La maison était identique à la précédente fois. Même rideau tiré, même odeur de bois ciré et de feu de cheminée, même nappe blanche impeccablement repassée. Mais l'atmosphère était différente. Électrique. Tendue comme une corde prête à rompre. J'avais passé la semaine à tout organiser avec une précision presque effrayante. Chaque détail comptait. Chaque placement de chaise, chaque plat choisi, chaque lumière tamisée. Je voulais qu'ils se sentent en terrain connu, en sécurité, pour que la chute soit plus brutale. Ils arrivèrent à l'heure, presque trop ponctuelle. Sophie en premier, comme toujours, un sourire éclatant aux lèvres, une bouteille de vin cher à la main. Elle embrassa l'air à côté de mes joues, me remercia pour l'invitation, dit qu'il était temps de tourner la page. Thomas derrière elle, un peu plus hésitant, les yeux fuyants. Marc et sa famille, soulagés de retrouver une ambiance familiale.
Et enfin Henri, le père de Sophie. Il me serra la main longuement, un regard lourd de sens. Il savait. Il avait accepté d'être là. Il avait accepté son rôle. Je les installai. Je servis l'apéritif. Je laissai les conversations couler sur des sujets légers, les enfants, le travail, les vacances prévues. Sophie parlait le plus fort, comme d'habitude. Elle raconta une anecdote sur une collègue, radine, qui offrait des cadeaux ridicules à Noël. Tout le monde rit poliment. Sauf moi. Je souriais. Intérieurement, je comptais les minutes. Le repas principal fut servi. Les assiettes fumantes passèrent de main en main. Les compliments fusèrent. Sophie leva son verre pour porter un toast à la famille, à la réconciliation, à l'avenir. Tout le monde trinqua. Les verres tintèrent. Je bus une gorgée. Puis je posai le mien doucement sur la table. C'était le moment. Je me levai lentement. Le silence se fit presque instantanément. Tous les regards se tournèrent vers moi. Sophie haussa un sourcil, amusée. Elle pensait probablement que j'allais m'excuser, ou offrir un nouveau cadeau, ou pleurer. Je commençai calmement. Je rappelai la soirée précédente, pas avec colère, avec une précision chirurgicale. Je décrivis chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque rire, chaque regard baissé. Je parlais de l'humiliation qui avait résonné dans ma poitrine comme un coup de poignard. Je parlais de la douleur qui ne m'avait pas quitté depuis. Je parlais de la confiance brisée, de la famille que j'avais crue éternelle. Sophie rougit légèrement. Elle tenta un petit rire nerveux. « Claire, on en a déjà parlé. C'était une blague? Tu exagères. » Je levai la main, pas pour la faire taire, pour indiquer que je n'avais pas fini. Puis je sortis la nouvelle enveloppe. Plus épaisse cette fois. Couverture rigide noire. Professionnelle. Je la posai au centre de la table, exactement à l'endroit où elle avait jeté la précédente comme un déchet. Je l'ouvris moi-même. Lentement, je dépliai les documents. L'offre officielle du promoteur. Les plans du futur quartier. Les estimations chiffrées. Les projections. Les millions. Le silence devint absolu. Je laissai les chiffres parler d'abord. Je les lus à voix haute. Chaque zéro. Chaque virgule. Je regardai Sophie droit dans les yeux pendant que je parlais. Son sourire s'effaçait progressivement. Ses lèvres tremblaient légèrement. Thomas blêmit. Marc écarquilla les yeux. Puis je passai à la suite. Je révélai que le terrain avait toujours été à mon nom seul. Que Paul et moi l'avions acheté ensemble, mais que tout avait été transféré sur moi après sa mort, non. Paul était encore là, mais affaibli, silencieux ce soir-là. Je révélai que j'avais reçu 3 offres concurrentes, que j'avais déjà signé une lettre d'intention avec le plus offrant, et que je n'avais pas l'intention de partager un centime. Pas avec ceux qui avaient ri, pas avec ceux qui avaient tourné le dos, pas avec ceux qui avaient traité mon cadeau comme une insulte. Sophie se leva d'un bond. Sa chaise racla le sol violemment. « Tu plaisantes? Tu ne peux pas faire ça. C'est pour la famille. Tu avais dit que c'était pour nous. » Je restai assise. Calme, glaciale. Je lui rappelai ces mots exacts. Un terrain pourri. Une blague de mauvais goût. Quelque chose d'utile. Je les répétai lentement, un par un. Son visage passa du rouge au blanc. Elle chercha du soutien autour de la table. Thomas bafouillait. Marc regardait ailleurs. Les enfants avaient été envoyés dans le salon, ils ne devaient pas voir ça. Puis vint le moment que j'avais attendu pendant des mois. Henri se leva à son tour. Il parla d'une voix grave, posée. Il confirma chaque détail. Il raconta comment il avait été présent lors de l'achat initial. Comment il avait vu les sacrifices que Paul et moi avions faits pendant des décennies. Comment il avait gardé le secret par respect. Et comment, ce soir-là, il avait eu honte de sa propre fille. Sophie se tourna vers lui, incrédule. « Papa, dis quelque chose. Dis-lui qu'elle ne peut pas faire ça. » Henri secoua la tête. Lentement, il dit qu'il avait essayé de l'éduquer dans le respect, dans la gratitude, qu'il avait échoué, et qu'il ne défendrait pas l'indéfendable. Elle vacilla, comme si on l'avait frappée. Je continuai. Je révélai la dernière partie, la plus cruelle, la plus satisfaisante. J'avais fait rédiger un Nouveau Testament, devant notaire, signé la semaine précédente. Le terrain, la totalité de la somme, irait à une fondation pour les femmes âgées en difficulté financière. Des femmes comme moi, qui avaient tout donné à leur famille et s'étaient retrouvées seules, méprisées, oubliées.
Pas un centime pour Thomas. Pas un centime pour Sophie. Pas un centime pour leurs enfants, sauf une petite bourse éducative pour qu'ils puissent étudier, mais sans luxe, sans excès. Sophie hurla presque. Des larmes de rage coulaient sur ses joues. Elle traita son père de traître. Elle me traita de folle, de vindicative, de vieille aigrie. Elle dit que j'allais le regretter, qu'elle me traînerait en justice, que je détruisais la famille. Je la regardai droit dans les yeux, et pour la première fois depuis des mois, je souris. Vraiment, je lui dis que la famille, c'était un lien qu'on construisait, pas qu'on exigeait, que j'avais passé ma vie à construire, et qu'elle avait tout démoli en une seule soirée. Le silence retomba, plus lourd que jamais. Thomas tenta de parler, de supplier, de promettre. Je ne l'écoutais pas. Henri posa une main sur l'épaule de sa fille. Elle la repoussa violemment. Puis elle prit son sac. Elle sortit en claquant la porte si fort que les verres tremblèrent sur la table. Thomas la suivit, tête baissée. Marc resta. Il pleurait presque. Il me demanda pardon. Pour lui. Pour avoir ri aussi. Pour ne pas avoir défendu sa mère. Je le serrai dans mes bras. Longtemps. Henri resta aussi. Il me dit simplement « Tu as fait ce qu'il fallait ». La maison retomba dans un calme étrange, presque apaisé. Je regardai la table vide, les assiettes à moitié pleines, les verres abandonnés, et pour la première fois depuis cette terrible soirée, je respirais vraiment. La vengeance n'était pas bruyante, elle n'était pas violente, elle était précise, totale, définitive, et elle avait le goût d'une liberté que je n'avais jamais connue. Les jours qui suivirent le dîner de réconciliation furent étrangement calmes. Un calme presque irréel, comme celui qui tombe après un orage violent, quand l'air est lavé mais que la terre reste trempée et lourde de tout ce qui a été déraciné. Sophie et Thomas ne revinrent jamais. Pas un appel, pas un message, pas même une carte pour les fêtes. Le groupe familial sur le téléphone devint silencieux, je fus retiré sans explication. Les photos des petits-enfants cessèrent d'arriver. Je n'entendis plus leurs voix joyeuses courir dans le couloir. Ce vide-là fut plus douloureux que je ne l'avais anticipé, parce que la vengeance, aussi parfaite soit-elle, ne ramène pas ce qui a été brisé. Henri, lui, passa souvent. Il venait prendre le café, s'asseoir dans le fauteuil de Paul qui, depuis ce soir-là, parlait peu mais me regardait avec une fierté tranquille. Henri me racontait comment Sophie oscillait entre rage et désespoir. Comment elle avait tenté de contester le testament, mais l'avocat avait été formel. Tout était légal, inattaquable. Comment elle avait pleuré dans ses bras en répétant qu'elle n'avait pas compris, qu'elle avait cru que c'était une blague, qu'elle regrettait. Mais Henri ajoutait toujours, d'une voix basse, les regrets arrivent souvent trop tard, clair. Marc, mon fils cadet, se rapprocha comme jamais. Il venait tous les week-ends avec femme et enfants. La maison retrouva des rires, des odeurs de gâteaux, des jouets éparpillés. Il me disait souvent, tu nous as montré ce que signifie vraiment protéger ce qui est précieux. Je ne répondais pas grand-chose. Je serrais simplement mes petits-enfants contre moi et je sentais que, quelque part, une partie de la famille avait survécu. La fondation fut créée 6 mois plus tard. Je lui donnai le nom de ma mère, Fondation Élise. Elle aide aujourd'hui des dizaines de femmes âgées qui ont tout sacrifié pour leurs proches et se retrouvent seules, sans ressources, parfois méprisées par ceux-là même qu'elles ont portés à bout de bras. Chaque fois qu'une nouvelle bénéficiaire reçoit une aide pour payer son loyer, ses soins, ou simplement pour vivre dignement, je reçois une lettre. Je les lis toutes, et à chaque fois, je sens une chaleur se répandre dans ma poitrine. Pas une chaleur triomphante, une chaleur apaisée. L'argent du terrain fut intégralement versé à la fondation. Je n'en gardai pas un centime pour moi. Je continuai à vivre dans la même maison modeste, à jardiner, à faire mes courses au même supermarché. Les gens du quartier apprirent peu à peu l'histoire, pas dans les détails, mais en bribes. Certains me regardaient différemment, avec respect, d'autres avec une pointe de crainte, mais la plupart avec une forme de compréhension silencieuse. Je ne devins pas riche en apparence, je devins riche autrement, riche de liberté, riche de la certitude d'avoir enfin posé une limite, riche de savoir que plus personne ne pourrait me traiter comme une quantité négligeable. Des années ont passé maintenant. Je suis plus âgé, les cheveux plus blancs, les gestes plus lents. Mais je dors mieux que jamais, parce que je n'ai plus à porter le poids d'une gratitude qu'on ne m'a jamais rendue. Sophie, m'a-t-on dit, a changé.
Pas radicalement, les caractères ne se transforment pas du jour au lendemain. Mais elle parle moins fort. Elle poste moins de photos ostentatoires. Elle a repris un travail plus modeste. Certains disent qu'elle évite les sujets d'argent en famille. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne cherche pas à savoir. Je lui souhaite, sincèrement, de trouver un jour la paix. Mais cette paix, elle devra la construire elle-même, comme je l'ai fait. Cette histoire n'est pas une célébration de la vengeance cruelle. Ce n'est pas non plus un appel à couper les ponts à la moindre offense. C'est l'histoire d'une femme qui a passé sa vie à dire oui, à donner sans compter, à effacer ses propres besoins pour ceux des autres, et qui, un jour, a compris que l'amour véritable ne peut pas exister sans respect, que la générosité ne doit pas être une porte ouverte à l'ingratitude, que protéger son cœur n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. La trahison familiale fait mal précisément parce qu'elle vient de ceux à qui on a tout donné. Et parfois, la seule façon de guérir, c'est de poser une frontière définitive. Pas par haine, par justice envers soi-même. Alors je vous pose cette question, à vous qui avez écouté jusqu'au bout. Et vous? Jusqu'où iriez-vous pour protéger votre dignité? Combien de fois avez-vous accepté l'inacceptable au nom de la famille? Combien de fois avez-vous souri en encaissant des mots qui vous ont blessé profondément? Si quelqu'un que vous aimez vous humiliait publiquement, traiterait vos efforts comme des miettes, resteriez-vous silencieux? Ou trouveriez-vous, un jour, la force de dire « assez ». Partagez cette histoire si elle vous a touché. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous auriez fait à ma place. Et surtout, rappelez-vous ceci. Personne, absolument personne, n'a le droit de marcher sur votre valeur. Pas même ceux qui partagent votre sang. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et de votre cœur.